Bonjour à tous, ravi de vous retrouver cet après-midi pour parler d'une thématique importante dans le contexte actuel que connaît le continent. Bienvenue à ce Connect 54. Le continent africain a surpris la planète il y a quelques années en devenant précurseur en matière de mobile money et de mobile banking. C'était le nouveau visage du paiement et du banking qui a permis un leapfrogging certain en termes de financiarisation des populations dans une région du monde où le taux de bancarisation reste encore très faible. Mais au-delà de la financiarisation de ces populations, l'Afrique, pressée par ses différents agendas de développement et les conséquences de la crise de Covid, doit relever le défi de son industrialisation, de son urbanisation, etc., face à une démographie galopante au gré de mobilisations financières importantes. Si gouvernements et institutions régionales explorent de plus en plus de nouvelles voies financières généralement importées du monde occidental, comment la technologie peut-elle contribuer à atteindre de nouvelles dimensions d'innovation financière à travers l'Afrique? Comment gouvernements et régulateurs peuvent-ils accompagner ces innovations? Quels sont les défis à relever par les différents acteurs de l'écosystème face aux besoins d'innovation financière? Alors que les fintechs ont surpris il y a quelques années la mouvance bancaire et pour qu'ensuite s'installe une logique de partenariat, quelle a été l'influence de la crise sur cette tendance? Comment les fintechs peuvent-elles accompagner le sursaut des établissements de crédit, les notions d'inclusion étant incontournables dans le contexte socio-économique du continent africain? Comment l'innovation financière par le digital peut-elle davantage servir les objectifs de développement? Vous l'avez compris, nous parlerons cet après-midi d'innovation financière autour du thème « Jusqu'où le digital peut-il mener l'innovation financière ?» Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Dorothée Delors, Senior Financial Sector Specialist à la Banque mondiale. Bienvenue. Merci. Bonjour. J'accueille également avec plaisir Monsieur Paul Desremaux, président d'honneur de Bank of Africa. Bienvenue, Monsieur Desremaux. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Parmi nous également, Monsieur Adnan Ben Alima, vice-président des relations publiques du groupe Huawei Northern Africa en charge de la région Méditerranée. Bienvenue, Monsieur Ben Alima. Bonjour tout le monde, merci pour l'invitation. C'est un plaisir. Également avec nous, Alex Seya, président de l'Africa FinTech Forum et vice-président de l'Africa FinTech Network. Bienvenue, Monsieur Seya. Bonjour Estelle, pardon, bonjour à tout le monde. Alors, honneur aux dames. Dorothée Delors. Alors, le sujet de l'innovation financière par le digital occupe une place prépondérante dans l'actualité africaine ces dernières années, particulièrement l'actualité économique. Vous avez accompagné plusieurs programmes de la Banque mondiale en Afrique autour de ce sujet. Quel est votre regard sur la manière dont le digital a révolutionné la finance en Afrique? Merci Christelle. Vous avez tout à fait raison qu'on s'aperçoit qu'en Afrique, les nouvelles technologies et l'innovation financière contribuent grandement à l'inclusion financière des populations. Et ce, de différentes manières. La première, c'est que ça permet la mise en place de nouveaux canaux de distribution et de nouveaux points d'accès aux services financiers, notamment aux services financiers numériques, pour les populations non bancarisées. La deuxième façon, c'est en facilitant un certain nombre de procédures, notamment les procédures d'identification des clients. On voit aussi se développer de nouveaux modèles d'affaires, de nouveaux fournisseurs innovants qui entrent sur le marché, qui, de par la légèreté de leur structure, peuvent aller là où les intervenants traditionnels, et notamment les banques, ne pouvaient pas forcément aller. Et donc, au travers de ces différents angles, on peut atteindre des populations qui, jusqu'à présent, n'étaient pas bancarisées. Et ça peut se faire aussi bien avec des téléphones traditionnels, des feature phones, que des smartphones, puisqu'on s'aperçoit que l'équipement en smartphone
se développe également. Mais je crois qu'il ne faut pas se limiter simplement à l'accès aux services financiers numériques, à l'accès à un portefeuille. Il faut vraiment la prochaine frontière, le prochain challenge, c'est de développer l'utilisation. L'utilisation dans la vie quotidienne, en commençant par les transactions de paiement qui sont la voie d'accès à d'autres services financiers numériques, des services financiers d'épargne ou de crédit. Très bien, merci. Vous disiez tout à l'heure que, et c'est vrai, le digital a permis d'aller jusqu'où les banques n'allaient pas ou n'arrivaient pas à aller. Cela me donne une bonne transition pour venir à vous, Monsieur Desremaux. On a vu un peu que la banque a dû boxer, entre guillemets, pour rattraper son retard en matière d'innovation par le digital. Vous avez été témoin de cette transition parce que vous êtes dans la Banque africaine depuis une trentaine d'années. Vous avez vu les choses se métamorphoser au fur et à mesure. Comment appréciez-vous l'innovation du secteur bancaire par le digital? Il y a plusieurs aspects dans ce que vous indiquez, notamment par rapport à la représentante de la Banque mondiale. Il y a eu effectivement la révolution du mobile banking qui a introduit le digital, notamment pour les individus, avec un élargissement de l'accès à la sphère monétaire pour beaucoup de gens qui en étaient exclus. Mais au niveau des entreprises, la situation est assez récente. Il y a les banques qui étaient très en retard dans la digitalisation et je crois que c'est le système, c'est la situation de la pandémie du Covid-19 qui a nettement accéléré les choses avec une digitalisation qui touche maintenant de plus en plus d'entreprises bancaires et de sociétés. Avec un constat, d'abord c'est un phénomène irréversible. Deuxièmement, les fintechs ont joué un grand rôle dans ces changements. Mais troisièmement, avec la pandémie, les banques ont rattrapé un retard très important qu'elles avaient et qui, je pense, a introduit une coopération entre ces différents acteurs qui va se poursuivre et qui va permettre de toucher de nouvelles activités. Cette transformation, elle va pouvoir s'opérer dans des produits qui apparaissent plus récemment sur le marché, comme l'affacturage, comme le cash management, qui peuvent faire appel à beaucoup d'activités de numérisation et de gestion de données massives, mais elle va aussi pouvoir se poursuivre par d'autres moyens. Et elle va permettre aux banques aussi de toucher d'autres créneaux qui ne sont pas les créneaux prioritaires de la digitalisation, mais qui sont des créneaux importants comme celui des petites et moyennes entreprises. Très bien. J'en viens à vous, Monsieur Benalima. Le groupe Huawei est actif dans l'univers de l'innovation financière en Afrique en tant que fournisseur, non seulement fournisseur de mobile money, mais aussi partenaire technique de plusieurs entreprises du secteur. Comment vous voyez un peu, vous êtes à la manœuvre technique, si je puis dire comme ça, comment depuis votre poste, vous observez ce mouvement sur le secteur, sur le marché financier, j'allais dire. Merci beaucoup pour la question. En fait, pour répondre à ces questions, moi, je commencerai par un constat global. Le marché de la FinTech, il est en pleine expansion et ça, c'est une tendance mondiale. En quelques chiffres, donc, le marché de la FinTech, il est passé de un petit peu moins d'1 milliard de dollars en 2008
à 22 milliards en 2015, à plus que 135 milliards de dollars en 2019. Donc ça, c'est une tendance qui est inévitable. Après, c'est la vitesse de développement qui change d'une région à une autre. Et c'est là où il y a vraiment une opportunité pour l'Afrique, que certains pays l'ont bien compris. Donc, je citerai tout à l'heure un exemple que nous, on a développé avec un opérateur africain au Kenya, qui n'est pas le seul, parce que je rappelle juste en quelques chiffres que Huawei, on a à peu près 280 millions d'abonnés qui transitent sur des solutions Huawei pour tout ce qui est mobile money. D'accord? Donc, à travers plusieurs références dans le monde. Si je prendrais un exemple africain comme le cas de M-Pesa au Kenya, qui a su vraiment tirer profit de ce nouvel Eldorado, donc avec plus que 25 millions d'abonnés, avec des résultats qui sont très impressionnants, parce que le chiffre d'affaires généré par cette solution-là, il représente en volume à peu près 50% du PIB du pays. Donc, vraiment, il y a un bon coup à jouer. La tendance, elle est globale, et l'opportunité pour l'Afrique, c'est de pouvoir utiliser ça, les dernières solutions ou les dernières innovations, sans pour autant avoir un vécu très lourd en termes d'infrastructure ou autre. Donc, le rôle de la technologie, c'est déjà de pouvoir fournir les plateformes nécessaires pour pouvoir donner accès à ce genre de services. On ne peut pas parler de fintech ou de transformation financière digitale sans la digitalisation, donc ça veut dire sans outils digitaux, sans infrastructure. Vous avez parlé tout à l'heure d'inclusion financière, donc du coup aussi le service universel, donc le service d'accès au réseau, donc de façon universelle, est très important. Et au-dessus de cela se greffera la solution, donc les différentes solutions ou différents scénarios, que ce soit de paiement mobile, de microcrédit, de caching, etc. Donc, ils viendront ultérieurement. Mais franchement, il y a un vrai challenge en Afrique. Vous avez parlé aussi tout à l'heure du taux de bancarisation qui reste faible, mais il y a une vraie opportunité, parce que si on s'y met vraiment, on peut rattraper un très grand retard en très peu de temps. On l'a vu en Éthiopie. En Éthiopie, ce service mobile money qui a été lancé au mois de mai. Au bout d'une semaine, il y a eu plus que 1 million d'abonnés. En 2 semaines, il y avait 2,5 millions. Donc, les choses peuvent aller très rapidement. Il faudra juste s'y mettre. Et il faudra un modèle de gouvernance propice pour que les choses avancent. Et je finirai juste pour dire que le problème n'est pas du tout technologique ni d'innovation. Le problème, il est culturel et il reste dans les mentalités. Parce qu'il faut sortir de ce protectionnisme traditionnel et booster un petit peu ce nouveau mode de fonctionnement dans les domaines des finances. Vous évoquez la gouvernance, nous y reviendrons plus tard pendant ce débat. Alexeia, vous êtes pas un peu, mais beaucoup au cœur de la fintech africaine, non seulement en Afrique francophone, mais également en Afrique anglophone. Alors, vous voyez, vous avez un regard très précis sur l'évolution de la fintech, sa constitution, etc. Mais aujourd'hui, quand on parle de fintech, on a tout de suite à l'esprit le paiement, le système de paiement. Alors, qu'est-ce que la fintech déjà, pour bien poser le cadre, et que représente-t-elle dans la sphère financière africaine aujourd'hui, en quelques mots? En quelques mots, déjà pour commencer, la fintech, qu'est-ce que c'est? La fintech, c'est juste 2 mots, c'est finance et c'est technologie. Donc, c'est toutes les technologies aujourd'hui qui permettent soit la consommation, soit la proposition, soit la conception des services financiers. J'écoutais mes prédécesseurs. Rapidement, pour essayer de faire une historique, la fintech, c'est pas nouveau, c'est pas né maintenant. Les banques ne sont pas déconnectées de la technologie parce que la fintech est née avec les banques, c'est né en milieu bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est né au niveau des années 1980. Donc, avec les banques qui avaient commencé à externaliser des services non stratégiques, des services de demande de chéquier, de demande de position, etc., pour que éventuellement leur personnel puisse se recentrer sur le conseil aux clients.
À partir de cet instant, vu le succès qu'a rencontré ce type de service, d'externalisation de services, les banques ont commencé à proposer d'autres solutions comme la gestion des crédits, etc. en ligne. Toujours au niveau des années 80-90. Et puis, l'un des moments forts de la FinTech, c'est l'année 2008. On connaît avec la crise des subprimes, la défaillance, le choc du système bancaire par sa défaillance. Il a pu résister. À partir de ce moment, il y a eu cette pensée-là de proposer des services financiers ou de concevoir des services financiers autrement, des services financiers qui aient beaucoup plus de clarté, des services financiers qui soient proposés, comme on dit, pas par les élites, mais qui puissent être proposés par tout le monde. Le citoyen lambda qui comprend les services financiers, qui peut proposer, développer une solution à la capacité de proposer, ces services financiers-là. Donc, avec cette crise des subprimes, on a connu, entre autres aussi, l'essor de la génération Y, très connectée, très innovante, très entreprenante. Et aussi, l'un des accélérateurs de cette industrie FinTech, c'est bien évidemment le développement de l'investissement. L'investissement n'est plus devenu classique, ce n'est plus dans le pétrole, ce n'est plus dans l'énergie, ce n'est plus dans les services financiers classiques, mais c'est beaucoup plus maintenant dans l'innovation. Peut-être les financiers sont là, on pourra présenter des chiffres. L'investissement dans l'innovation a vraiment grimpé ces derniers temps. On connaît toutes les grosses levées de fonds qu'il y a eu au Nigeria, avec les gros acteurs qu'on connaît, Flutterwave, Paystack, etc. Pour dire qu'aujourd'hui, l'essor des FinTech ou l'essor de l'industrie de la FinTech, je le dirais comme ça, tient de ces différents facteurs-là. Il y a déjà la nécessité de proposer de nouveaux services financiers. Madame Delors le disait tout à l'heure, proposer de nouveaux canaux, développer les canaux, développer de nouveaux modes de consommation, porter les services financiers au cœur des populations, surtout celles qui sont en zone rurale. Aujourd'hui, c'est ce que la FinTech a réussi. Disons-le globalement, c'est ce que la FinTech a réussi. Mais on parlera en Afrique surtout premièrement du mobile money parce que c'est l'innovation africaine, c'est la propriété africaine et c'est ce qui a permis en Afrique de précurser la FinTech. Et aujourd'hui, beaucoup plus, on en parle, on a vu, peut-être on reviendra plus tard, de son apport constaté lors de la crise. On parlera aussi éventuellement de son apport pour l'amélioration de l'inclusion financière, etc. Très bien, merci. Merci pour ce beau cadre posé qui me donne aussi une belle perche pour passer à M. Deremou. Peut-être une petite réaction par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure en disant que la FinTech est née en milieu bancaire. Rapidement, si la FinTech est née en milieu bancaire, la banque s'est retrouvée quelque peu dépassée par la mouvance d'innovation? Oui, ce que vient de dire l'intervenant précédent est tout à fait juste. Il y a eu développement de certains produits dans les années 80, 80, 90 qui étaient essentiellement l'externalisation d'une part de services non essentiels. On a évoqué la fabrication des chéquiers et puis de services d'information. On pouvait, grâce au web, grâce au SMS, aller rechercher des informations sur un compte bancaire et faciliter déjà de certaine manière les relations avec les banques. Mais je crois que le Big Bang, ça a été, comme l'a rappelé Madame Defort, l'événement qui s'est passé au Kenya avec M-Pesa, qui a entraîné à la fois la rapidité de l'information, l'accès de nouvelles populations à la sphère monétaire et surtout la possibilité pour les agents économiques de faire eux-mêmes des opérations. Constatons que ces opérations sont en nombre relativement limité. Ça consistait, après avoir ouvert un portefeuille électronique, à l'utiliser. Ça consistait aussi à faire un transfert au profit de quelqu'un d'autre. Bref, on restait essentiellement dans la sphère des moyens de paiement,
sans toucher aux opérations de crédit. Certains l'ont essayé au Kenya, mais le succès a été beaucoup moins éclatant que comme PESA. Le boom des Euh, fintech a finalement eu un impact sur le business model des banques. Et on a vu par la suite, il y a eu, après la crise de panique, on va dire, il y a eu un sursaut des banques avec une logique de partenariat avec les fintech. La crise de Covid a montré clairement qu'il fallait s'orienter vers cette tendance-là. Oui, je dirais que initialement, les banques ont peut-être même vraisemblablement négligé cette révolution technique en considérant qu'elles avaient un avantage qui serait inattaquable. Et en fait, le développement des fintech, des émetteurs de monnaie électronique dans l'UMOA, parce qu'il y a une règlement, et en Afrique centrale, parce qu'il y a une réglementation beaucoup plus forte, ont amené les banques à se rendre compte qu'il y avait là un nouveau concurrent redoutable qui était né en matière de moyens de paiement. Et donc, dans les dernières années, elles ont essayé de rattraper leur retard. C'était relativement difficile parce que les systèmes informatiques bancaires sont lourds. Et donc, les fintechs, au contraire, sont très agiles, comme on dit. Et les banques ont eu un peu de mal, mais elles s'y sont mises vraiment. Et la pandémie du Covid a accéléré le mouvement. Et maintenant, on trouve des banques qui peuvent à la fois, avec une digitalisation de la relation avec la clientèle, assurer une information, mais aussi faire en sorte que ce soit les clients qui donnent les ordres et qui réalisent donc les opérations beaucoup plus rapidement. Donc, il y a eu un rattrapage du retard. Maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle direction qui doit être faite et qui est beaucoup plus complexe. C'est de faire en sorte que les institutions de crédit puissent, à l'aide de la digitalisation, à l'aide des nouvelles technologies, bien gérer la partie crédit. Or ça, c'est beaucoup plus difficile. Je connais l'expérience de certains émetteurs de monnaie électronique en Afrique de l'Ouest qui ont tenté des partenariats avec des institutions de microfinance, qui ont été des échecs jusqu'à présent, en tout cas des très faibles réussites. Mais les expériences se poursuivent. Je pense qu'il y a des améliorations qui vont être faites en matière de scoring pour faciliter des décisions immédiates. Et à mon avis, c'est là où on pourrait assister à un nouvel élargissement du rôle des nouvelles technologies et du développement des relations automatisées entre les institutions de crédit et leur clientèle. Vous évoquiez là la question technique et ça me permet de me tourner vers M. Ben Alima. La FinTech a, comme je le disais tout à l'heure, révolutionné la relation client-fournisseur. Ça, c'est dans tous les domaines. Ça a vraiment permis de démontrer le pouvoir du digital. Alors, nous sommes à l'heure du 4.0. Comment ces nouvelles technologies peuvent-elles contribuer à accélérer l'innovation financière sur le continent? Monsieur Desremaux parlait du défi de proposer un service de crédit qui soit fiable, par exemple. Alors, en fait, si je reviens à votre question initiale, comment la technologie peut améliorer les choses et transformer même ce secteur-là? En fait, ça vient du sens même de la technologie parce que en gérant des citoyens ou des abonnés potentiels virtuellement, on les connaît un petit peu plus et la technologie fait abstraction au temps et au lieu. Donc, tout ce qui se passait dans le monde physique où il y avait des interactions qui exigeaient aux clients d'aller aux agences et faire des demandes en papier et ce genre d'interactions, etc. Tout ça est simplifié par une interaction virtuelle entre celui qui fournit un service et le client en question. Donc, ça, c'est l'essence même de la technologie qui fait abstraction donc, au lieu et au temps par cette connectivité virtuelle. Ensuite, la technologie aussi, elle permet, je parlerai des cas des établissements de paiement, par exemple, qui coopèrent avec des opérateurs, d'ouvrir la porte à nouveau
types de clients qui ne sont pas forcément bancarisés avant. Donc, du coup, celui ou celle qui peut avoir accès à un smartphone ou à une connectivité Internet peut vraiment être un potentiel client à travers ce nouveau modèle. Et ça aussi, c'est une autre amélioration par rapport à l'usage de la technologie vers ce modèle, vers ce schéma-là. Je dirais aussi que par rapport aux banques traditionnelles, si je parlerais à la place des opérateurs des télécommunications qui peuvent coopérer avec les banques traditionnelles, ils ont une plus grande base d'abonnés, ils ont une meilleure agilité à connecter les abonnés de façon générale, et leurs coûts, ils sont beaucoup plus légers que les banques en termes de relations clients, en termes de gestion, etc. Donc, cet écosystème qui est prêt dans l'éthique, dans lequel il y avait un fournisseur de services des télécoms ou de l'IT, avec ses abonnés, il peut être transposé dans le monde des finances en ramenant toute cette base de clients, cette méthode de fonctionner et de mettre en relation le client avec le fournisseur, etc. Donc, c'est une méthode plus agile et plus efficace, qui a permis d'avoir une augmentation assez forte en termes de croissance. Ensuite, le deuxième avantage, c'est la relation client-fournisseur, c'est-à-dire entre le commerçant et le client potentiel, puisque maintenant, ils se connaissent virtuellement, donc à travers cette connectivité-là, il est possible maintenant d'interagir. Ce n'est pas seulement de proposer des moyens de paiement, mais ce sera un canal virtuel qui a été établi entre les deux entités, si j'ose dire, pour tout ce qui est marketing digital, pour tout ce qui est offre promotionnelle, pour tout ce qui est après facilité de paiement ou d'autres montages financiers. Donc, du coup, la relation même entre un client qui veut payer, que ce soit avec ce nouveau mode de paiement ou à travers son wallet, son portefeuille digital, maintenant, il a plus de possibilités qu'avant à travers cette façon de faire qui est basée sur la technologie. L'un des défis aujourd'hui, c'est de permettre que l'innovation financière profite à tous. Je me tourne vers vous, Dorothée Delors. L'un des défis est justement de faire en sorte que l'innovation financière profite à tous. Alors, on parle d'inclusion. Alors, quel est le potentiel des fintechs pour la promotion de l'inclusion financière et l'atteinte des objectifs de développement? On sait que ce sont des agendas très pressants pour le continent. Je crois que le potentiel, il est grand, mais il y a un certain nombre de prérequis et de conditions qui sont nécessaires. Et c'est notamment sur ces prérequis et ces conditions nécessaires que nous travaillons beaucoup à la Banque mondiale, parce que je suis d'accord avec tout ce qu'a dit M. Ben Alima, M. Deremeux, mais il faut quand même tout d'abord qu'un certain nombre d'infrastructures soient en place. Au-delà du réseau, qui est quand même, à chaque fois on parle de paiement mobile, mais il faut que le réseau soit partout, y compris dans les zones rurales et moins desservies. Il y a aussi des infrastructures qui sont nécessaires en termes d'identification. On sait que l'identification, avoir la possibilité de faire une identification digitale des clients est un prérequis pour l'accès à ces services financiers numériques. Et on voit par exemple dans des pays comme l'Inde avec le système Aadhaar ou même le Pakistan avec le système NADRA, qui sont ces bases de données d'identification digitalisées accessibles aux fournisseurs de services de paiement, qu'on contribue grandement à l'identification et à l'inclusion financière. Il y a d'autres prérequis qui sont nécessaires et l'un d'entre eux, c'est l'interopérabilité. Parce qu'on ne veut pas créer des écosystèmes qui soient des silos et enfermer les utilisateurs dans un réseau de téléphonie mobile qui ne serait pas en communication avec un autre réseau de téléphonie mobile et un autre réseau d'émission de monnaie électronique, ou qui ne serait pas interopérable avec le monde bancaire. Donc, ce concept d'interopérabilité des services financiers digitaux et notamment des systèmes de paiement est très important.
il y a aussi toute une problématique de protection des usagers, parce qu'on parle avec l'inclusion financière d'usagers qui n'ont pas l'habitude des services financiers et qui n'ont pas forcément l'habitude du monde digital. Donc, et ce sont des usagers dont la confiance est difficile à gagner et facile à perdre. Il suffit d'une fraude, il suffit d'un incident, il suffit qu'ils aient une difficulté pour accéder à leur argent pour que leur confiance dans ces portefeuilles de monnaie électronique, dans ces services financiers digitaux soit atteinte. Donc, il est important d'avoir un cadre de protection du consommateur qui existe et qui soit en place, et également un cadre de protection de la stabilité financière du pays. Il y a quand même, on veut s'assurer que les grands équilibres financiers du pays, notamment avec la monnaie électronique, soient respectés. Donc, nous pensons que c'est très important de travailler sur ces fondamentaux. Et si ces fondamentaux sont en place, il y a effectivement un potentiel énorme pour l'inclusion financière, notamment l'inclusion des femmes ou des populations rurales, des plus pauvres. Mais les autorités, que ce soit la Banque centrale et le gouvernement, ont un rôle important à jouer. On s'aperçoit que même si on en parle beaucoup, en fait, souvent, il y a un problème de connaissance au niveau des populations que l'on cherche à atteindre avec l'inclusion financière. Donc, il y a besoin de communication, il y a besoin de continuer l'éducation financière. Et puis, pour les commerçants, et notamment le secteur informel, il y a besoin de mettre en place des politiques d'incitation pour les inciter à accepter les transactions électroniques. Beaucoup des commerçants continuent à préférer le cash. Et donc, si on n'a pas vraiment des incitations qui sont mises en place par les autorités financières, on n'aura pas cette utilisation qui est, comme je le disais, le nouveau challenge. Au-delà de l'accès à un portefeuille de monnaie électronique, au-delà du cash-in, cash-out, au-delà de l'envoi d'argent, comment est-ce qu'on développe les transactions dans l'écosystème commerçant à tous les niveaux de la chaîne de valeur, parce que c'est en ayant cet historique de transaction qu'on va se construire un historique qui pourra donner accès éventuellement à du crédit. Donc, et puis, il faut se souvenir que les gouvernements, ce sont quand même les premiers utilisateurs des services de paiement. Un gouvernement, c'est le premier payeur avec les salaires, les retraites, les bénéfices sociaux. Donc, les gouvernements, en ayant des politiques volontaristes de digitalisation, de numérisation de leurs propres transactions, d'incitation à l'ouverture d'un compte de transaction, que ce soit un compte en banque ou un compte de monnaie électronique pour recevoir des transferts sociaux, mise en place également de la digitalisation pour tous les paiements vers le gouvernement, des taxes et des droits, y compris au niveau local, ont vraiment un effet pour la modernisation de l'écosystème du système national de paiement et un effet d'incitation à tous les niveaux, aussi bien consommateurs qu'aux commerçants. Excellent. Le rôle du gouvernement, nous y reviendrons sous d'autres angles. J'en viens rapidement à vous, Alexia. Vous avez entendu un peu l'exposé de Madame Delors et on sait qu'aujourd'hui, les fintechs sont un peu le cœur de l'innovation financière sur le continent. Concrètement, quels sont les défis auxquels elles sont confrontées dans leur développement? J'écoutais avec attention Madame Delors et moi, pour nous, au niveau de Africa FinTech Forum, le défi majeur pour pouvoir non seulement développer l'industrie, mais que aussi les fintech en tant qu'acteurs puissent se développer, c'est véritablement de pouvoir mettre en place ce cadre ou ce cadre inclusif pour développer
l'inclusion financière. On le dit assez souvent, la bataille de l'inclusion financière ne peut pas être gagnée par les banques, elle ne peut pas être gagnée par les fintechs, elle ne peut pas être gagnée par les IMF, elle ne peut pas être gagnée par l'État, ni par les acteurs comme la Banque mondiale, mais c'est justement avec la collaboration de tous les acteurs que cette bataille peut être menée. Nous le disons, pourquoi? Parce que nous pensons que quand parlait tout à l'heure Mme Delors, elle évoquait les silos potentiels entre les différents acteurs, entre les telcos, entre les banques, par la détention de plusieurs portefeuilles électroniques, par exemple par la mise à disposition des commerçants, des marchands de plusieurs TPE, de plusieurs bornes de paiement. Cela ne peut pas permettre de véritablement pouvoir développer l'acceptance, développer l'appropriation par les populations de tous ces services-là. Donc, pour nous, la première des choses, le premier challenge auquel il faut s'attaquer, c'est justement de pouvoir créer ce cadre de collaboration entre les banques. Monsieur Demerol l'évoquait, par exemple, des services de crédit qui ont voulu être mis en place n'ont pas véritablement réussi parce que éventuellement, au niveau du crédit scoring, il y avait des défaillances où il y a des données complètes que n'avaient pas les acteurs. Donc, évidemment que ce qu'on essaie de faire, nous, par exemple, par la promotion de notre projet Open Banking, c'est de développer l'open finance de sorte que banques, fintech, telco, etc., puissent mettre ensemble cette information-là qui puisse non seulement permettre de proposer des services améliorés pour les populations, mais surtout de pouvoir proposer que le cadre, que le secteur financier, que l'industrie financière ne soit pas déstabilisé par ces nouveaux acteurs, par ces nouveaux modes de consommation, par ces nouveaux services. Donc, pour nous, le premier challenge, c'est ça, c'est de vraiment pouvoir créer cette collaboration. Après, la difficulté particulière pour l'Afrique francophone, pour notre zone, c'est bien évidemment le cadre réglementaire qu'il faut pouvoir disponibiliser, qu'il faut pouvoir adapter à ce type de service. Et c'est l'un de nos challenges au niveau de l'Africa FinTech Forum de justement travailler avec tous les acteurs que sont les banques centrales, que sont les centres financiers, que sont les agences de promotion de l'inclusion financière, pour évidemment essayer de construire ensemble, parce que la Banque centrale ne peut pas, elle seule, s'asseoir dans son coin et produire un test et penser que cela soit adapté au développement de l'industrie ou qu'elle puisse travailler juste avec une partie des acteurs. L'inclusion financière, la fintech, c'est les banques, c'est les assurances, c'est les telcos, etc. Et puis aussi, évidemment que l'un des gros challenges, on en parlait, pour nos zones surtout, c'est bien évidemment la petitesse ou l'étroitesse de nos marchés. Donc, évidemment que le Nigeria, on connaît le boom qu'a la fintech parce que c'est un gros marché, c'est une grosse population, c'est un gros marché potentiel. Et pour nous, il est important de pouvoir mettre en place un cadre qui permette à un acteur, une startup fintech, de pouvoir scaler, donc de pouvoir qu'elle soit ivoirienne, qu'elle puisse facilement se déployer ou s'installer au Sénégal ou se déployer au Mali, etc. Donc, c'est pour nous, après, il y a la question aussi de l'accompagnement en termes de financement qui est pour nous un gros challenge. Et nous allons lancer, très bientôt, un fonds d'amorçage dédié justement à ces fintechs. Nous allons y revenir sur la question de financement. Nécessité d'un cadre de protection des usagers, d'infrastructures d'identification. Il y a des défaillances techniques à corriger, un besoin de réseau, de vulgarisation du réseau Internet. Monsieur Ben Alima, la question de la gouvernance numérique reste centrale. Madame Delors l'a évoqué sous un certain aspect. On voit que quelques pays du continent quand même se démarquent, mais les efforts à fournir de manière générale restent conséquents. Selon vous, quels sont les leviers sur lesquels les gouvernements devraient davantage s'appuyer ou alors appuyer leur action en faveur de l'innovation financière? Je confirme ce qui a été dit avant. Donc, il faudra
assurer un service universel. Donc, il faudra insister sur l'inclusion de façon générale à l'accès au système financier. En fait, c'est le même principe que nous, on a dans le secteur d'éthique. On parle toujours d'inclusion digitale. D'accord? Donc, ça suit le même principe. Ensuite, l'aspect sécurisation, il est fondamental aussi. Donc, c'est un des piliers de la transformation digitale de façon générale. Donc, c'est le capital confiance qui permet d'avancer dans tout ce qui est digital. Mais le problème n'est pas là. Tout ce qui est technique, tout ce qui est technologique, il est vraiment très simple à résoudre. Les solutions, elles sont matures. Les solutions, elles sont déployées dans tous les pays du monde, enfin, dans plusieurs pays du monde, pardon. Et les questions d'infrastructure, d'outils digitaux ou de sécurisation, c'est des choses qui sont très, à notre sens bien sûr, qui sont très faciles à déployer. Et c'est pas ça, et c'est pas là l'enjeu. L'enjeu est encore une fois dans les mentalités. Est-ce qu'on veut encourager, est-ce qu'on veut libérer cette façon, est-ce qu'on veut vraiment se démarquer de la façon traditionnelle de faire les choses? Est-ce qu'on veut vraiment aller dans cette transformation digitale? Je vois dans certains pays, il y a beaucoup de protectionnisme par rapport à l'adoption de ce genre de schéma. Donc, il y a des pays où ils ne voient pas l'opportunité pour dire que le secteur le taux de bancarisation, il est pas mal. Je parlerai par exemple des pays de l'Afrique du Nord où ils pensent que il n'y a pas vraiment un business model à jouer, alors que dans les pays très développés où le taux de bancarisation il est vraiment énorme, ce mode de fonctionnement, donc avec que ce soit un paiement mobile ou service financier en ligne, c'est quelque chose qui devient un mode de vie, qui devient une tendance adoptée par tout le monde. Donc ça, c'est le premier constat. Ensuite, même au niveau des citoyens eux-mêmes, il y a encore une réticence parce qu'il y a encore un blocage des mentalités. Il faudra les accompagner petit à petit pour franchir le gap. Ensuite, ça a été mentionné aussi par M. Alex, je pense que le cadre juridique est très important. C'est un prérequis extrêmement important pour pouvoir bâtir et assurer donc la fluidité de ces services-là et, de façon fiable et réglementée. Le rôle des gouvernements ou des banques centrales sont très clairs, mais encore une fois, donc ça c'est un prérequis qui prend peut-être un petit peu de temps à se mettre en place, mais avec un bon mode de gouvernance qui incite, qui favorise et qui pousse vers cette transformation-là, les choses peuvent aller plus rapidement. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que tout ce qui est technique et technologique n'est pas vraiment le frein pour ce développement. Les choses sont très matures et il y a des opérateurs télécoms qui font le boulot de façon indirecte pour désenclaver des zones, pour permettre à plus de couverture universelle dans le monde digital. Donc, du coup, on peut surfer dessus pour assurer l'inclusion financière des gens. Mais je pense que les blocages restent au niveau des mentalités, de la priorisation de ce sujet et de l'aspect peut-être réglementaire qui n'évolue pas très rapidement comme on le veut. En d'autres termes, c'est un appel au gouvernement à davantage s'engager sur la question de la vulgarisation de l'innovation par le digital. Oui, si j'ose dire, oui. Parce que, encore une fois, le problème n'est pas technique, pas du tout. Monsieur Desremaux, touchons à un sujet un peu plus enfin, pas à de plus grands enjeux, mais qui présente d'aussi grands enjeux que tout ce dont nous parlons depuis le début. L'Afrique est rentrée depuis le 1er janvier 2021 dans ce qu'on appelle la zone de libre-échange continentale, le plus grand marché, l'un des plus grands marchés du monde, on va dire. Ce marché va établir une connexion entre tous les pays, entre tous les systèmes financiers par des liaisons. On a vu récemment la Banque africaine d'import-export qui a lancé son système de paiement panafricain justement pour faciliter la mise en place de la ZLECAf.
c'est un défi aussi pour les banques en termes d'innovation. Comment vous voyez les banques contribuer à ce besoin de connexion, d'interconnexion bancaire continentale? La SLECA est effectivement un objectif très, très ambitieux et qui couvre tout l'espace africain, mais je crois que c'est une initiative qui concerne essentiellement le long terme. Il Oui. faudra beaucoup de préalables pour arriver à la concrétisation de la ZLECAf et notamment, à mon avis, veiller à ce qu'il y ait beaucoup de conditions qui soient remplies pour que cette zone de libre-échange profite au plus grand nombre de pays et pas seulement à quelques-uns. Il y aura sans doute l'atteinte de cet objectif dans le long terme, mais peut-être auparavant l'atteinte d'objectifs régionaux. Alors, prenons deux exemples. Afreximbank a effectivement lancé son dispositif, mais il concerne les paiements qui la concernent, c'est-à-dire des paiements pour des grandes opérations de prêt avec des États ou avec des grandes entreprises. Donc, ce n'est pas une digitalisation au sens large comme on l'envisage pour les entreprises ou les banques. Tout à fait. Par ailleurs, en ce qui concerne les liens, les flux bancaires, les flux bancaires s'exercent surtout entre des espaces régionaux et pas d'un bout à l'autre du continent. Les opérations quotidiennes entre l'Afrique du Sud et le Mali, par exemple, ne sont pas très nombreuses. Donc, je crois qu'il faut travailler dans des espaces plus, euh, plus locaux ou plus régionaux. Mais de toute façon, ce qui est intéressant déjà, c'est que on voit à l'occasion de cette confrontation d'espace qu'il y a des systèmes très différents dans les zones francophones et anglophones, par exemple. Et on rejoint les questions de gouvernance qui, à mon avis, sur ce plan-là, concernent beaucoup plus les banques centrales que les États. Ce n'est pas un hasard si euh, le mobile banking a émergé au Kenya, c'est parce que il y a eu de la part de la Banque centrale une politique de laisser-faire et d'observation et d'octroi d'une grande liberté à cette initiative, ce qui n'est pas le cas des espaces francophones, où là il y a un comportement beaucoup plus directif et qui laisse moins de place à la liberté. Sur le plan du mobile banking et des émetteurs de monnaie électronique, les banques, la BCAO, notamment en Afrique de l'Ouest, est quand même allé assez rapidement pour l'autorisation des EME, des émetteurs de monnaie électronique, mais avec des règles bien précises. Les unités de valeur qui sont créées ne peuvent en aucun cas dépasser les cash qui sont déposés auprès des EME. Il y a des contraintes très fortes en matière d'identification des clients. Il n'y a pas d'interopérabilité comme au contraire de ce que soulignait tout à l'heure Madame Delors, et c'est quelque chose qu'attendent justement les opérateurs. Il y a une surveillance très étroite des produits nouveaux qui sont créés. Donc, il y a des différences de comportement majeures dans les zones francophones, plus réglementaires, plus administratives et anglophones. Mais je pense que les modalités évoluent aussi en zone francophone et tout le monde se rend bien compte de l'importance de la digitalisation et des obstacles qui sont à franchir. On parlait tout à l'heure des mentalités. Les mentalités doivent jouer des deux côtés. Lorsque une banque propose un service digital à sa clientèle, ben, la première clientèle qui est visée naturellement, si je puis dire, c'est la clientèle qui est déjà favorisée, celle des grandes entreprises, celle des ménages à haut revenu dans les milieux bancaires, dans les milieux urbains, qui ont un smartphone, qui ont l'électricité tous les jours. Ça aussi, c'est un préalable qu'il faut pouvoir respecter. Or, il y a une bonne partie des territoires
africains qui ne bénéficient pas encore de cette situation. Et donc, pour le cas de la digitalisation des PME, il faut que les banques, à mon avis, créent à côté ou dans les départements de PME qu'elles sont en train d'instituer, des suivis personnalisés de cette clientèle pour les aider à franchir l'étape du passage de l'ancienne approche à l'approche de digitalisation, parce que les gens peuvent être un peu perturbés au départ quand il y a cette mutation qui n'est pas toujours facile à réaliser selon les systèmes qui sont proposés. Et il faut que les petites entreprises soient aidées pour qu'ensuite elles se rendent compte que la digitalisation, c'est effectivement un gain de temps, un gain d'énergie, un gain de coût également, dont elles peuvent parfaitement profiter. Donc je pense qu'il faut être patient et voir les choses venir en montrant effectivement tout l'intérêt que la digitalisation peut apporter. Et je pense que les autorités sauront le voir comme les autres, mais en sachant aussi que la digitalisation ne résout pas tout. Il ne faut pas l'oublier, il y a une sphère réelle qui existe et il faudra que celle-là soit aussi prise en considération pour que les choses évoluent. Très bien. Madame Delors, euh, peut-être pour finir, euh, quelle est un peu la stratégie de la Banque mondiale à ce stade, dans le contexte que connaît le continent actuellement, pour davantage booster cette innovation par le digital? Monsieur Desremaux disait à l'instant qu'on remarque des disparités entre l'Afrique francophone et la francophone, et on le voit très bien même dans les levées de fonds mobilisés au bénéfice des fintechs. Quelle est aujourd'hui la stratégie de la Banque mondiale, et est-ce que la pandémie de Covid a renforcé l'engouement du groupe de la Banque mondiale pour l'innovation financière sur le continent? En fait, la stratégie de la Banque mondiale, c'est de mettre en place, d'aider à mettre en place les conditions qui vont être favorables à l'innovation financière, aux fintech et aux autres institutions pour aboutir à l'inclusion financière. Et ça se fait en travaillant, comme ça a été mentionné par les autres interlocuteurs, sur le cadre réglementaire, que le cadre juridique et réglementaire soit ouvert, favorise, permette l'arrivée de nouveaux entrants avec de nouveaux business models, de nouveaux canaux d'accès aux populations, tout en protégeant à la fois les consommateurs, le système financier lui-même, et puis en protégeant aussi les données qu'on n'a pas mentionnées, mais qui sont le nouvel or noir de ce marché des paiements. C'est aussi de mettre en place les infrastructures techniques parce qu'il y a besoin de systèmes qui vont permettre cette interopérabilité, et puis parce qu'il y a de nouvelles technologies au niveau des paiements, comme les paiements instantanés, dont nous voyons notamment en Asie qu'ils ont eu un rôle moteur pour la diffusion des transactions électroniques, notamment chez les commerçants. Si un commerçant voit la mise à disponibilité des fonds immédiatement sur son compte, il va être plus enclin à accepter les paiements électroniques que s'il reçoit les fonds 2 ou 3 jours après, sans vraiment certitude de la finalité du paiement. Donc, c'est cette nouvelle technologie de paiement instantané et les infrastructures techniques qui sont nécessaires derrière, nous y travaillons beaucoup. Et puis, tous ces cadres de collaboration, de dialogue, notamment avec la mise en place de sandbox réglementaires, d'accélérateurs ou d'incubateurs pour les fintechs. Donc, inciter les banques centrales à avoir une démarche de collaboration, de dialogue avec le marché et avec les acteurs privés. Nous avons également, vous savez qu'à la Banque mondiale, il y a également une branche, la Société financière internationale, la SFI, qui travaille plus directement avec le secteur privé et qui va justement aider, travailler en collaboration avec ces nouveaux acteurs et les fintechs. Et enfin,
nous travaillons aussi avec les gouvernements pour que ces prérequis nécessaires au niveau du réseau telco soient là, au niveau des bases de données d'identification, au niveau de l'accompagnement à la digitalisation et à la numérisation des paiements du gouvernement. Donc, nous croyons vraiment à cette approche collaborative qui a été mentionnée par Alex, par les différents intervenants. Et là encore, nous accompagnons les banques centrales, les gouvernements, et puis pour la SFI, le secteur privé, pour mettre en place tous ces fondamentaux. Très bien, merci. Monsieur Seya, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que les fintechs en Afrique francophone avaient encore du mal à attirer les investisseurs. Vous qui êtes à la manœuvre, qu'est-ce qui manque aux fintechs d'Afrique francophone? Est-ce que c'est seulement une question je dirais quoi, de manque, de volontarisme, comme le soulignait M. Benalima? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui font en sorte que les fintechs d'Afrique francophone soient moins attrayants pour les investisseurs? Ce qui manque aux fintech d'Afrique francophone, ce sont les investisseurs, juste pour rire. Mais il y a quelques exemples. On connaît par exemple la fintech Wave qui a levé dernièrement 200 millions de dollars. On connaît la fintech sénégalaise Intache qui a eu dans son tour de table Total, pour ne pas faire de publicité, Total et Worldline, donc qui ont levé assez de ressources. Il y a des fintechs francophones qui commencent à lever, mais je pense que l'attrait de notre marché n'est pas aussi fort que celui des marchés d'Afrique anglophone. L'Afrique du Sud, par exemple, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a de grosses levées en Afrique du Sud, justement parce que l'Afrique du Sud, en matière est classée, je crois, 3e mondiale en matière d'appropriation des services financiers digitaux. Donc, imaginons combien les acteurs qui sont installés en Afrique du Sud n'ont pas beaucoup de problèmes pour développer leur base de clientèle. Et puis, le Nigeria, on sait ce que c'est en termes de marché, mais aussi en termes d'accompagnement par la Banque centrale, qui a un temps soit peu bloqué l'action des opérateurs mobiles, ce qui a permis le développement des fintech nigérianes. On évoquait le Kenya. Le Kenya, il y a eu cette stratégie-là de l'opérateur en termes de Safari, en termes de création d'un écosystème, en termes de développement d'un écosystème, parce que c'est justement cette approche écosystémique, en développant au-delà de ce que Safari, avec M-Pesa, a voulu se développer lui-même, mais il a permis à certaines fintechs de se développer au-dessus de lui, il les a portés, et les fintechs kenyanes aujourd'hui qui ont été dans les girons de Safari se sont exportés, elles sont même allées au Pakistan, elles sont allées même en Inde, même à Singapour, pour dire qu'elles sont valables aujourd'hui. Justement, ce qui manque chez nous en Afrique francophone, il y a de tout ça. Il y a le marché, comme l'Afrique du Sud. Il y a le contexte, il y a le cadre réglementaire, comme au Nigeria. Il y a aussi cette approche écosystémique qui manque. Mais je pense qu'on a des fintechs qui sont assez valables en Afrique francophone. Des fintechs, j'évoquais tantôt Wave, qui fait beaucoup de Wave. Mais il y a aussi il y a cette appropriation que doivent avoir, on dit ce mindset, il y a d'autres terminologies qu'on peut avoir, mais il y a cette capacité que doivent avoir les entrepreneurs francophones à comprendre que l'investissement ou l'entrepreneuriat, c'est une course de fond, que le bonheur, c'est pas demain la veille, le bonheur, c'est avec beaucoup d'efforts, c'est avec beaucoup de force, mais aussi on attend que les gouvernements, que les décideurs publics puissent mettre en place un cadre. Il y a les lois start-up qui se mettent en place en Côte d'Ivoire, au Sénégal, on en a connu en Tunisie. Il y a ce cadre-là qui se met en place qui va permettre le développement de l'innovation des startups. On attend que d'autres actions se mettent en place, des fonds d'innovation, des fonds de garantie, etc. Donc,
au-delà de ce qui est des difficultés ou des challenges inhérents aux entrepreneurs eux-mêmes, il y a aussi que les décideurs privés comme publics doivent pouvoir porter le développement de la fintech africaine. Très bien. Peut-être un dernier mot rapidement sur la question de l'accès à Internet. Je pense qu'on ne peut pas parler de digital sans parler de l'accès à Internet. Monsieur Ben Alima, peut-être rapidement là-dessus. Ça reste un problème en Afrique subsaharienne particulièrement. Il y a ce problème d'accès à Internet. Aujourd'hui, on en parle depuis longtemps, mais concrètement, que faudrait-il faire en termes d'action? On va être pragmatique pour favoriser une accélération de l'accès à Internet. Alors, l'accès à Internet, il est divisé en deux parties, en deux problématiques. Le premier, c'est la couverture réseau. Donc, il faudra couvrir certaines zones qu'on appelle des zones blanches dans notre jargon dans les télécoms. Donc, les zones blanches sont des zones c'est des zones qui ne sont pas commercialement rentables pour les opérateurs de téléphonie mobile ou de téléphonie fixe. Parce qu'on sait que dans chaque pays, ceux qui construisent l'infrastructure de l'Internet, c'est les opérateurs qui sont, pour la plupart, des opérateurs privés qui ont une motivation commerciale. Donc, le rôle des gouvernements, dans ce sens-là, c'est de pouvoir subventionner les investissements d'infrastructures dans ces zones blanches, d'accord? Donc, on le voit dans plusieurs pays, ce mode de fonctionnement. Et le rôle des fournisseurs comme Huawei, par exemple, c'est de pouvoir fournir des solutions technologiques adaptées à ces endroits-là, qui, dans certains cas, souffrent d'autres problématiques qui sont l'électrification et autres. Donc, du coup, on doit avoir des solutions adéquates à ce genre de scénario. Et ça existe. Donc, encore une fois, la technologie, elle est là. Il faudra juste booster un petit peu plus côté gouvernement pour désenclaver ces zones blanches. Le deuxième volet de la connectivité, c'est l'accès au terminal avec lequel l'utilisateur va accéder au réseau. Donc, les terminaux sont parfois chers par rapport au pouvoir d'achat africain, d'accord? Que ce soit, on parle de PC, d'ordinateurs, de tablettes ou de smartphones. Et c'est là où il y a aussi un rôle de l'écosystème, d'une part de l'État pour favoriser fiscalement la disponibilité de ces devices-là. Il y a aussi une responsabilité des fournisseurs de ces devices en proposant des produits abordables et les opérateurs aussi qui peuvent diluer le prix de ces devices-là sur le long terme pour appuyer cette inclusion digitale pour pouvoir y aller plus vite. Mais le constat de façon générale, il s'améliore. Donc, je pourrais dire que l'inclusion digitale, c'est un process qui s'est mis en marche bien avant et que les choses maintenant sont en train de s'améliorer très rapidement, surtout après le Covid. Et je dirais que la base donc des citoyens qui ont accès au monde digital, elle dépasse largement la base des citoyens qui ont accès aux services financiers. Donc déjà, cette base-là digitale, à accès digital, même si elle n'est pas parfaite, mais reste quand même un énorme terrain pour pouvoir surfer dessus, pour fournir des services financiers digitalisés. Et je pense que dans les prochaines années, les choses peuvent aller plus rapidement, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. Très bien, je vous remercie. Nous sommes arrivés au terme du temps qui nous est imparti. Je vous demanderai, Monsieur Desremaux, peut-être un dernier mot de la fin pour interpeller un peu le secteur bancaire. Je crois que le secteur bancaire a compris la leçon, si je puis dire. C'est-à-dire il a sans doute été un peu, à la fois il a peut-être d'abord un peu pris de haut l'essor des fintech de mobile banking, parce que s'est pas rendu compte de la concurrence que ça pouvait exercer. Je crois que ça, c'est parfaitement intégré maintenant. Et il me semble que les banques qui ont réagi en adoptant des systèmes qui permettent une digitalisation avec la clientèle semblent bien réussir. Et d'ailleurs, les résultats, si on prend l'UMOA des banques, sont bien positifs en 2020, même dans cette année difficile, avec une belle progression des ressources qui montre la confiance qui est établie.
elles ont montré leur ouverture en termes d'imagination. Je crois qu'elles doivent encore faire des efforts. J'ai insisté tout à l'heure sur la question des petites et moyennes entreprises. Ça me semble décisif parce que, encore une fois, les fintechs ont joué et vont jouer un rôle très important dans la question des moyens de paiement, en coopération avec les banques, vraisemblablement dans le futur. Mais il faut aller au-delà. Il y a la question, on reproche toujours aux banques de ne pas faire suffisamment de crédit par rapport aux besoins de l'économie. Les fintechs n'ont pas résolu ce problème. Donc, il faut maintenant qu'on essaye de le résoudre, si possible avec l'aide des nouvelles technologies, les big data avec la gestion de masses énormes de données financières ou non financières devrait permettre d'augmenter les informations, de faciliter les politiques de scoring, qui sont valables encore une fois pour des petits crédits, parce que même si le virtuel est important, le fait d'avoir un client en face d'un banquier, ça permet toujours de prendre une position aussi sur la qualité du chef d'entreprise, et c'est toujours essentiel en matière de crédit. Mais je crois que tout doit converger vers une évolution du développement, une amélioration du développement de l'Afrique. Il y a eu pas mal de progrès. On est dans une position qui n'est pas forcément facile en ce moment, mais je suis confiant parce qu'il y a, je crois, des acteurs qui sont décidés à aller vite et loin. Confiance. Alors, Monsieur Alexea, vous aussi, vous êtes confiant quant à l'avenir au sujet des fintechs. En quelques secondes, rapidement, votre dernier mot. Oui, moi je suis plus que confiant. Plus que confiant, pourquoi? Parce que déjà il y a cette collaboration-là qui naît entre banque et fintech. J'en ai je pourrais partager plein d'exemples. Les banques ont commencé à s'ouvrir. Je suis confiant parce que l'appétence des populations pour les services financiers va croître. Je suis confiant parce que de gros acteurs vont naître et proposer des solutions innovantes adaptées aux besoins des marchés. Et aussi parce que l'investissement va se développer. C'est vrai que pour l'instant, c'est un frein, mais il va se développer. Il y a des fonds intéressants qui commencent à regarder l'Afrique francophone, qui commencent à regarder nos zones. Beaucoup de choses vont se mettre en place. Et je suis encore plus confiant parce que, comme ce panel de ce soir, je suis sûr que M. Demoro, M. Alima, un jour, on pourra, à travers certaines de nos activités, que ce soit au niveau de Africa FinTech Forum ou Africa FinTech Network, les avoir avec nous, partager, essayer de réfléchir ensemble aux stratégies qu'on pourrait mettre en place pour justement consolider cette collaboration naissante entre tous les acteurs, que ce soit public comme privé. Et puis, on est encore plus confiant parce qu'on sait que ce type de sujet, où aussi la tribune, les journalistes commencent à s'ouvrir à cela. Et nous, pour nous, ce sont des canaux assez intéressants pour continuer à faire le plaidoyer. On a parlé de plaidoyer, on a parlé d'éducation financière, on a parlé de changement de mentalité. Et on est ravis que vous puissiez nous offrir ce type de plateau pour pouvoir partager. Très bien, Monsieur Benalima, vous disiez tout à l'heure que la technologie est disponible. Alors, quel serait votre mot de la fin? Écoutez, la technologie, non seulement elle est disponible, mais le go-to-market, son implémentation, elle est très rapide. C'est ça l'avantage principal de la technologie. Après, en Afrique, je dirais, il y a un vrai challenge et il y a une vraie opportunité aussi. Le challenge, c'est que on a besoin d'une croissance économique, surtout post-Covid. Donc, on doit vraiment penser à booster les économies, booster les transactions financières va vraiment avoir un impact direct sur les économies et l'opportunité, elle est là. Donc, ces moyens technologiques dans le secteur des finances comme dans tous les autres domaines, de façon générale, la transformation digitale, c'est le seul moyen qui permet d'aller plus vite, plus rapidement. Les économies digitales, elles sont en train de croître 6 fois plus rapidement que les économies traditionnelles. Ça a été constaté dans tous les secteurs et notamment dans les fintechs. Les fintechs où ces success cases ne sont pas seulement dans des pays développés. En Afrique, on a plein de très bons exemples, soit en Afrique du Sud, en Tanzanie, au Kenya et en Éthiopie. Donc, franchement, il y a tous les ingrédients pour réussir. Et il manque une seule chose, c'est la volonté et c'est de changer le protectionnisme qui règne et les mentalités. Je finirai par ça.
Merci, merci. Jusqu'où le digital peut-il mener l'innovation financière en Afrique? Eh bien, on a compris cet après-midi qu'il y a énormément de potentiel dans le digital pour faire avancer l'innovation financière sur le continent, que ce soit au niveau des fintech, mais aussi au niveau des banques qui restent quelque part le cœur du système financier sur le continent. Alors, merci de nous avoir suivis cet après-midi et je rends l'antenne.